Merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. La journée était extrêmement riche et passionnante. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'impossible objectivité de la couleur. C'est un titre un petit peu provoquant exprès, puisque vous avez parlé, vous, de l'objectivité de la couleur. Et il est d'autant plus provoquant que, comme on vient de vous le dire, je publie un dictionnaire des mots et expressions de couleur. Et donc ça sous-entendrait qu'il n'est pas possible de définir la couleur, ce qui est faux. Donc je travaille par champ de couleur et par volume. Si vous voulez, tout à l'heure, vous pourrez regarder un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas comment je travaille, sur des corpus de textes. Et j'étudie la couleur dans tout le XXe siècle et la période contemporaine à travers les mots, les expressions, pour décrypter par champ de couleur et par volume, donc, que nous dit la langue française des couleurs, du noir, du bleu, du rouge, du rose, du vert. Il y aura donc tous ces volumes-là sont publiés. Le bleu est réédité, comme vous le voyez récemment, c'est le dernier qui a été réédité. Et donc je décrypte la relation qu'on a aux couleurs et comment ils sont le reflet de la société. Et donc, premier point, on note bien que j'ai bien défini mon corpus au XXe siècle à la période contemporaine, puisqu'il ne peut y avoir de dictionnaire et de définition de la couleur que dans un lieu géographique et un temps particulier. Donc là, ça permet de voir les évolutions à travers tout le XXe siècle, la période contemporaine. Donc il y aura 11 champs de couleurs. Je vous expliquerai pourquoi. Je suis en train de terminer le gris et suivront normalement ces couleurs. Ah, ces couleurs, je vais peut-être parler sans. Hein. Oui, vous m'entendez là? C'est peut-être mieux. Voilà. Devrait suivre le jaune, l'orange, le violet, le brun. Je vous expliquerai pourquoi ces champs de couleurs et comment ça marche. Et surtout, je vous montrerai que ça n'est pas du tout la même chose dans d'autres cultures et même dans le temps pour notre culture française. Alors, quels sont les mots pour dire les couleurs, que nous disent-ils de notre société, etc. Donc, c'est un travail scientifique, je précise. C'est le langage, mais c'est aussi scientifique de travailler sur le langage. C'est de repérer toutes ces expressions que vous voyez là, blanc comme un linceul, royaume noir, fer noir comme chez le diable, toutes ces choses qui vont, d'ailleurs certaines qu'on sont déjà vieillies, et qui vont nous parler d'une période contemporaine, d'une société particulière. Manger son pain blanc, ruban rouge, carton rose, etc. À travers ces mots, ces expressions, on décrit la société, notre relation aux couleurs. Alors là, ce sont que les expressions, mais il y a bien sûr les nuances. Hein, vous l'avez vu là déjà en travaillant sur les nuances et dans l'exposition. Les mots de couleur, certains sont très particuliers et ne sont pas du tout évidents d'approche, puisqu'ils sont aussi évolutifs, ils sont le reflet du temps. Donc dans une première partie, je voudrais vous faire un petit aperçu des différentes conceptions de la couleur. Et ensuite, dans le temps qui nous restera, on pourra regarder des associations symboliques à travers quelques couleurs et surtout beaucoup de visuels pour répondre aux mots. Alors, qu'est-ce que c'est que la couleur déjà? C'est une sensation, donc d'où la difficulté de définir une sensation et la complexité. C'est une matière ou une lumière, on en a parlé aujourd'hui. Hein. Je vais revenir là-dessus, c'est surtout un continuum, la couleur. Et donc chaque langue va découper, et chaque culture va découper différemment ce continuum, d'où la subjectivité, hein, puisqu'on réfléchit sur la subjectivité de la couleur. C'est une nomination, et cette nomination elle a un rôle très très important dans la catégorisation des couleurs, et ce sont des usages au code symbolique qu'on va retrouver, que moi je retrouve à travers les mots, et qui peuvent aussi être repérés par le visuel, bien sûr. Alors, la couleur, c'est un phénomène physique, physiologique, psychologique et culturel. Et donc ça, c'est l'essentiel déjà au départ, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une source lumineuse pour avoir une couleur, une source lumineuse qui éclaire un objet,
Et on dit d'ailleurs la nuit tous les chats sont gris, hein. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Et puis vous avez surtout un récepteur, le couple œil-cerveau. Il n'y a pas seulement le visuel qui va entrer en ligne de compte pour voir la couleur, il va y avoir le cerveau qui va décrypter le message et qui va faire entrer en ligne de compte la mémoire, les connaissances, ce qu'on lui a dit sur la couleur, le langage. Et s'il n'a pas appris à découper, à nommer la couleur, la question c'est est-ce qu'il peut même l'apercevoir, hein? C'est encore la question qu'on se pose et qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, on pense que s'il n'y a pas de nomination de la couleur, comme je vous le montrerai dans différentes cultures, il peut ne pas y avoir la même manière de discerner les couleurs. Et la couleur, pour moi, je pense comme Michel Pastoureau, c'est un phénomène essentiellement culturel. Ce n'est pas qu'un phénomène physiologique, c'est extrêmement culturel. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc s'il est culturel, il est bien évidemment subjectif. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette peinture qui montre l'importance du langage. Si vous regardez cette illustration, ce tableau de Jasper, il y a des mots de couleur qui sont écrits dans une autre couleur que le mot. Et donc le test, qu'on appelle d'ailleurs le test de Strop, ce n'est pas celui-là exactement, mais ça c'est la réalisation du peintre. Et le test de Strop dit qu'il y aurait une priorité aux dénominations de couleurs par rapport à leur perception, et qu'au départ, instantanément, on va voir le mot plutôt que la couleur. Bon, là, notre cerveau va trop vite, donc il montrerait bien l'importance de la nomination. Alors surtout la couleur, quand j'ai commencé à réfléchir sur la couleur il y a déjà pas mal de temps, j'ai découvert à ma grande surprise que la couleur, ça n'existait pas. Et ben non, la couleur, le monde est sans couleur. La couleur, bon, ça a été dit ce matin et dans la journée plusieurs fois, c'est d'après l'étymologie chroma, du grec chroma, qui serait une peau, un phare, quelque chose qui recouvre, qui cache en fin de compte la réalité des choses, qui farde la réalité. Donc déjà à l'origine dans le concept de couleur, il y a cette idée-là. Et color, de même le mot couleur vient de color, du latin, qui est lié à sceller, cacher, dissimuler. Voilà, donc il y a cette idée-là de quelque chose, une couleur qui cache, qui transforme la réalité, et qui semble intéressant à prendre en compte pour cette réflexion, pour montrer les évolutions de nos conceptions de la couleur. Alors bien sûr, pour d'autres, après, ce sera une couleur lumière et la grande opposition entre les deux. Si elle est lumière, elle est divine, elle est favorable, et si elle est matière et qu'elle cache, elle est néfaste, et il faut lui faire la guerre à la couleur, d'où toute cette mode des couleurs honnêtes, hein, noir, gris, blanc, brun, bleu même, etc. Alors, Moby Dick, je ne sais pas si vous connaissez le roman Moby Dick de Melville, où les pêcheurs chassent désespérément cette baleine albinos, la baleine blanche, et il y a un chapitre de plusieurs pages qui évoque ce blanc de la baleine et qui explique que, en fin de compte, pourquoi la chasse-t-il? Parce qu'elle les terrorise, parce que c'est comme s'ils voyaient la vérité en face sans le masque de la couleur. Et donc ça semble très intéressant de voir comment c'est repris par le romancier pour expliquer tout ce blanc, en fin de compte, qui est inquiétant, qui est le blanc de la vérité, le blanc de la mort. Il dit qu'on voit la vérité, la pourriture, ce serait comme si on voyait la pourriture sous le phare de la couleur. Donc tout ça pour faire réfléchir un peu sur la notion de couleur en général. Puis la couleur, c'est un continuum qui va être diversement découpé. Bon, voilà, il y a une sorte de continuum, hein, qui n'est pas le vrai d'ailleurs. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que, par exemple, autrefois, Aristote, ou le spectre antique, considérait les couleurs, avait une conception des couleurs où tout se passait entre le blanc, la lumière, et l'ombre, le noir. Et toutes les couleurs étaient quelque part entre ces deux pôles. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, hein. Il y en avait 5.
Je les ai notés là. Et le rouge, qu'il situait au milieu, était considéré comme un mélange à part égale de noir et de blanc. Donc ça, pour vous montrer la relativité de nos conceptions de la couleur. Et bien sûr, le noir et blanc étaient des couleurs à part entière. Hein. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de cultures encore. Et donc, il y avait, comme vous voyez, le vert qui était proche du rouge, qui ne pouvait donc pas être l'opposé comme maintenant, ce qui change complètement les symboliques aussi. Et mettre du rouge et du vert, ce n'était pas du tout un problème pour eux. Par contre, jaune et vert, c'était la couleur dont on pouvait vêtir les fous, puisque c'était des opposés. Alors, le spectre du Moyen-Âge, c'est le même, sauf qu'apparaît le bleu, qui n'était pas encore catégorisé. Ce n'est pas pour ça qu'il n'existait pas, hein, bien évidemment. Hein. Mais il n'était pas nommé, il n'y avait pas d'importance, il était fondu dans les autres noms de couleurs, et peut-être pas vraiment discerné de ce fait. Et donc là, on arrive à 6 couleurs. Hein, alors que moi, aujourd'hui, j'en suis à 11. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Et Newton, pour lui, il y en avait 7. Et donc, ce que cela signifie, c'est que, si on regarde le latin, l'accent était mis sur la brillance, l'éclat, la matité, le noir ou le blanc. Niger, le noir, par exemple, en latin, il y avait 2 mots qui étaient Niger ou Ater, pour différencier le noir brillant du noir mat. Niger va devenir générique et va nous donner le mot noir. Le blanc était aussi 2 mots égaux, mais pour le blanc brillant, candidus, et albus pour le blanc mat. Candidus qui donne candidat. Vous savez pourquoi candidat? Parce qu'il portait une robe blanche quand il postulait à un nouveau poste, une nouvelle fonction. Hein. Donc à travers les mots, on a toutes ces pistes pour retrouver les codes, et albus qui va nous donner aube, qui va nous donner album, albumine, toutes ces choses qui étaient un blanc mat. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est cette importance de la brillance, au détriment des tonalités. Hein. Les mots de couleur d'autrefois étaient très ambigus, ils chevauchaient des champs de couleurs que nous, on a séparés. Vous aviez par exemple le glaucus, qu'on retrouve encore dans le mot glauque, où là, il est encore très ambigu. Certains ont oublié d'ailleurs que c'était une nuance de couleur, c'est un bleu vert gris qui qualifiait notamment les yeux, hein, et qui était une très belle nuance, assez indéfinissable. Vous avez donc plein de termes dont je reviendrai tout à l'heure, je ne vais pas tous les citer. Et notre mot blanc, par exemple, vient du germanique. On a laissé tomber le latin, il vient du germanique blanc qui signifiait brillant et qui qualifiait l'éclat des armes blanches des envahisseurs germaniques. Il y a beaucoup de couleurs qui sont venues d'ailleurs par les Germains. Voilà, donc on retrouve cette notion de ce blanc brillant dans armes blanches et fer blanc, qui nous font remonter aux racines du mot. Et donc tout cela montrait qu'on avait une approche des couleurs différentes, avec une notion d'éclat, de brillance ou d'obscurité très très importante. Alors après c'est le Moyen-Âge et l'Antiquité. L'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est Newton au XVIIe qui va donner un nouvel ordre des couleurs qui est toujours d'actualité, hein, et qui va placer le vert entre le jaune et le bleu, ce qui va tout changer dans la fabrication aussi des couleurs et dans les symboliques, et va l'opposer au rouge. Et puis qui va nous donner nos 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont complètement subjectives aussi, parce qu'il n'y a pas de 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Pourquoi 7? Parce qu'il a voulu rajouter l'indigo pour faire 7, pour correspondre aux 7 notes de musique. Il était dans tout un système de synesthésie. Donc on est dans la symbolique là, et alors que c'est un scientifique. Hein, donc voilà, donc ça c'est des choses assez étonnantes d'avoir un œil quand même sur autrefois, pour mieux comprendre comment notre société, notre langue considère les couleurs. Alors ceci, c'est une des premières
tentative d'un peintre pour coordonner les teintes et les valeurs dans un ensemble cohérent. On voit là qu'on est dans 3 dimensions, hein, avec du clair en haut, on représente en haut plus léger, etc., le noir au fond, et des dégradés. Et là, bien évidemment, on voit cette façon de couper à un moment, de donner des limites à quelque chose qui est continu. On découpe le continuum. Et donc on représente les couleurs avec ces 3 éléments dans un système à 3 dimensions, avec la ligne des couleurs neutres, l'axe de la clarté, donc où on sépare le blanc, le noir et le gris de la liste des couleurs depuis Newton, alors qu'autrefois ce n'était pas ça du tout. Et on va mettre les tonalités dans un cercle autour et avec des désaturations, hein, avec les 3 éléments, tonalité, clarté, saturation, qui ont été évoqués plusieurs fois dans la journée. Et donc là, vous avez par exemple le nuancier de Munsell, donc toujours à 3 dimensions, le nuancier de Swald, pareil, on voit les dégradés, et puis des découpes, mais on est obligé de découper à un moment, hein. Et nuanciers NCS, Natural Color System, qui sont des nuanciers qui sont encore utilisés. On repose sur ces schémas. Alors, le lexique des couleurs du français contemporain, comment ça marche? On le sait, puisqu'on appartient à cette culture. On le sait à peu près. Il y a des dénominations de couleurs directes, c'est-à-dire des mots de couleurs comme bleu, blanc, brun, gris, jaune, noir, rouge, vert, qui sont ressentis comme un mot de couleur au départ. On a perdu le lien avec le référent. Et qui surtout vont englober, sont des termes génériques, vont englober toutes les nuances, vont découper tout un grand champ de couleurs. C'est comme un grand tiroir dans lequel après, dans les dictionnaires, on va pouvoir servir de ces mots pour définir les nuances, on va les classer, hein, puisqu'il faut toujours classer. Et vous avez aussi les termes orange, rose, violet, qui sont des champs de couleurs, mais où on sent encore le référent. Mais qui posent d'ailleurs des problèmes particuliers. Pour certains, le rose, c'est un rouge désaturé pour les physiciens. Et ils ne sentent pas que dans la culture et le langage, c'est tout à fait différent. Le violet a son importance, et l'orange est très très proche du jaune et a beaucoup de mal à avoir des connotations particulières séparées du jaune. Ça commence à bouger. Donc ça, ces termes-là sont des grandes classes de couleurs. Et puis vous avez des dénominations de couleurs indirectes ou référentielles. C'est-à-dire que n'importe quel objet du monde, et c'est là que ça devient intéressant, pour moi, n'importe quel objet du monde peut donner un mot de couleur. D'ailleurs, les enfants, je leur dis souvent qu'ils peuvent créer des mots de couleur, comme les écrivains. C'est comme ça se passe, hein, dans le langage, ou les journalistes, ou l'homme de la rue, dont des référents concrets avec le ciel, les végétaux, les fleurs. Donc vous avez toutes des gammes. Vous avez les métaux, les pierres précieuses, les animaux, le corps humain, les produits fabriqués. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit déjà les utilisations de la couleur avec la main de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire de cette couleur dans les produits fabriqués, les bleus gauloises, par exemple, ou gitanes, le rose ou bleu layette, qui nous donne aussi là des codes, le rouge pompon du marin, les matières tinctoriales, les peintres, hein, le bleu chardin, le bleu clin, le rouge carpaccio, d'ailleurs carpaccio, hein, le carpaccio, les tranches découpées fines de bœuf, et maintenant de tout, viennent des peintures, des drapés de carpaccio. Alors les lieux, hein, les périodes ou époques comme le rouge antique, le vert empire ou le vert empereur, là ça va mieux. Des personnages dont je vous citerai par exemple Céladon,
le rose Barbie, Lolita, tout cela va vous donner, vous décrire la société et les évolutions à travers ces mots. Hein, on aura l'occasion de reparler de Lolita peut-être. Le bleu vierge aussi, il y a souvent des références religieuses. Les marques, le rouge Ferrari, le blanc Courrèges, le Dior, le noir punk des groupes, les croyances religieuses rouge enfer, diable, Lucifer, etc. Donc on voit que se met en place toute une peinture des associations qu'on fait avec les couleurs et qui nous parlent en fin de compte de notre société. Et donc bien évidemment, ça va être très, très fluctuant. Les référents abstraits, c'est-à-dire une nuance de couleur qui va être prise par association directe avec une idée. Donc par exemple bleu rêve, bleu vacances, rose innocence, noir rébellion ou désespoir, vert espérance, écolo, etc. Donc on voit là tout ce qu'on peut tirer comme conclusion pour dépeindre la société à travers les mots. Alors, ces termes, ils sont très, très liés à un moment donné du temps. Donc là, si on regarde un petit peu autrefois, on a des termes très, très étonnants. Cheveux de la reine, par exemple. Alors là, on les perd, ce sont des mots qu'on perd. Cuisse de nymphe émue, bon, on le retrouve encore. Hein. Et il y avait les baise-moi ma mignonne aussi. Les astrées, les opéras brûlés, les espagnols malades ou espagnols mourants. Donc c'est en fin de compte toute une ambiance d'une époque particulière. À chaque époque, a ces mots de couleur. Et donc c'est ça qui est intéressant d'analyser et aussi de montrer la subjectivité, parce que ces mots-là, ils vont connoter des choses et des fois, ce n'est pas une nuance particulière, hein, bien évidemment. Hein. Et surtout, ils sont très, très, parfois éphémères, mais ces mots-là étaient très, très courants hein, à l'époque. On les trouve dans les traités de mode et dans les textes d'auteurs connus. Alors, pour les termes référentiels, le vert véronèse, hein, si j'évoque le bleu charrette ou charron, c'est intéressant de voir que ce bleu charrette, hein, dont on repeignait les charrettes autrefois, c'était un bleu de Prusse auquel on mêlait du bleu de sulfate, du bleu de baryte, je crois, et qui avait comme propriété de chasser les insectes, et notamment les mouches du cocher qui conduisait la charrette. Et ce qui recoupe aussi la symbolique... Ah, ça ne marche plus de nouveau. Ce qui recoupe aussi la symbolique du bleu, qui chasse le mauvais œil dans beaucoup de cultures. D'ailleurs, en Afrique, on pend des amulettes bleues aux chevaux. Donc on voit comment des mots de couleur peuvent vous entraîner, ça ne marche plus de nouveau, sur des pistes extrêmement intéressantes, vous permettent aussi de comparer avec d'autres cultures. Alors, pour le XXe siècle, je vous évoquais tout à l'heure Barbie. Rose Barbie, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour notre société. C'est quand même le rose féminin, le rose de la séduction, le rose... il y a un ouvrage qui est apparu sur ce rose Barbie et qui analyse ce phénomène. Et vous avez des termes nouveaux comme rose layette, parce que les layettes, ça fait pas très longtemps hein, qu'elles étaient bleues ou roses, parce que là maintenant c'est au figuré mais plus en vrai. Hein. Les roses Chiappe de Schiaparelli, le rose dragé, et donc tous ces codes qui vont, ces mots qui vous donnent une nuance, mais qui aussi évoquent autre chose. Et vous avez par exemple le vert Hulk, du vert du monstre, hein, de la colère, voilà, qui est exprimé dans ce personnage et qui est repris dans le mot. Et comme le vert Shrek, alors j'ai eu la grande surprise de découvrir qu'il y avait des vernis qui s'appelaient vert Shrek. Il y a 2 ans, je pense que ça existe toujours. Donc il y a un jeu aussi, il y a du ludique dans les dénominations de couleurs. Alors, pour en revenir aux dénominations génériques et aux nuances, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une hiérarchisation des termes. Vous avez mes 11 classes de couleurs, là, mes grands tiroirs, et vous pouvez définir avec ces 11 termes tous les termes, même celui qui va
qui va être entre les deux. Par exemple, le cramoisi, on va pouvoir dire que c'est une nuance de rouge violet. Tout est classable avec ces 11 termes. En linguistique, on dit que ce sont des hyperonymes, les 11 grands termes, comme par exemple chien est l'hyperonyme de épagnol, cocker, etc. Voilà. Donc ces termes-là, ces 11 sont très importants, permettent de définir et de classer toutes les autres nuances de son champ de couleurs. Alors bien sûr, il y a des passages dans les nuances. Alors, pourquoi ces 11 champs de couleurs? Justement, j'ai cherché une méthode pour publier le dictionnaire, j'ai trouvé ça dans ma manière de définir dans les dictionnaires. Et donc là, c'est le Robert de 1953, vous avez un article couleur avec une liste de mots de couleur, et entre parenthèses, vous avez à chaque fois la couleur, et il se trouve que c'est 11 catégories, plus blason et chevaux. Nous avons différencié le vocabulaire, qui est un vocabulaire technique. Et donc, j'insiste parce que ça va coïncider, ces 11 champs de couleurs, avec une thèse de Berlin-Kay sur la nomination des couleurs, qui va dire qu'il y a aussi 11 grands de classes de couleurs qui sont nommées dans les sociétés dites évoluées. Et on serait à ce stade-là pour ceux qui sont au maximum. Alors, je préfère le dire que moi, c'était autre chose, parce que c'est une thèse qui est quand même très controversée. Et donc, cette thèse, c'est une thèse universaliste qui a été faite par 2 anthropologues et qui disent que certaines langues ne possèdent que quelques termes de couleur, un peu comme nous autrefois, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et qu'il y aurait une universalité qui serait dans le fait de passer par des stades progressifs et d'arriver à au moins les 2 couleurs qui sont le noir et le blanc, et ensuite au 7e stade où on aurait les 11 catégories. Alors ils se sont basés sur ce nuancier de Munsell, et ils ont fait une enquête auprès de plus de 80 langues dans le monde entier, et ils en ont tiré comme règle que, obligatoirement, il y a donc le noir et le blanc, c'est le premier stade. Ensuite, quand il y a trois cases de couleurs, il y a le rouge, qui est la première couleur qui apparaît. S'il y a 4 termes, c'est le vert ou le jaune qui apparaît. 5 termes, le vert et le jaune. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours un problème pour le vert et le jaune, même encore dans notre langue. 6 termes, le bleu, ce qui nous surprend beaucoup, notre couleur par excellence idéale, etc., apparue très tard. D'ailleurs, on le voit dans l'apparition du mot, c'est assez tardif. Et ensuite, le 6e stade, le brun, et le 7e, donc avec le violet, le rose, l'orange et le gris, qui font les 11 termes de couleurs. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, pour dire que je ne m'étais pas appuyée sur cette thèse, que je ne connaissais d'ailleurs pas à l'époque. Alors, cette thèse, elle est apparue en 1969. Alors, en fin de compte, ça s'est passé comme pour les crayons de couleur Crayola, c'est-à-dire qu'au début, on n'a que quelques cases, et puis on affine, pour arriver à ces noms de couleurs. Alors là, je reviens un peu à ce que je disais au début. Si on ne catégorise pas, si on ne nomme pas, comment on peut percevoir les différences? Là, voilà, s'il fallait nommer les différents violets que je vois, j'aurais bien du mal, moi, personnellement, qui ne suis pas dans le métier. Voilà, donc ces 11 grandes classes de couleurs. C'est ce que ça dit. Ça dit qu'il y a des paramètres surtout qui sont différents selon les cultures. Et donc on ne peut pas comparer, c'est ce qu'on leur a beaucoup reproché, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Parce que nous avons séparé par exemple le visuel du toucher, de l'ouïe, du goût, mais certaines cultures, tout est mélangé. Et donc on a du mal à comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors par exemple, des paramètres différents, les Dani de Nouvelle-Guinée ont 2 noms de couleurs, Mili, sombre, froid, et Mola, lumière, chaud.
Et tout va rentrer là-dedans. Donc on est vraiment dans les choses très étonnantes. Et à Nounou, c'est un exemple qu'on donne souvent, il y aurait l'opposition surtout importante, c'est le sec et le mouillé par rapport à la végétation. Et donc il y aurait 4 noms de couleurs qui correspondraient à marron, orange, rouge d'un côté, vert clair, jaune, couleur de café de l'autre, et qui différencie le sec du mouillé par rapport à la végétation. Bon, ça je vais passer. Alors, je vous évoquais tout à l'heure le jaune, le vert et le bleu, c'est un problème qu'on a encore dans notre langage. Il y a des chevauchements, et on le retrouve dans beaucoup de cultures. Des chevauchements du bleu et du vert où certaines langues ne vont pas les différencier. Par exemple, en japonais, vous avez le mot awa, ao qui veut dire vert, bleu et noir. Le vietnamien zang, bleu et vert. Donc on voit que nos découpes ne sont pas du tout les mêmes dans d'autres cultures. Donc comment traduire après? Vous avez de même, le breton, glace, tout le monde entend ça, hein, vous avez sûrement entendu cet exemple, que glace veut dire à la fois vert, brunâtre, bleu, il peut qualifier le ciel comme les prairies. Et c'est le même terme. Le chevauchement aussi du jaune et du vert, le chevauchement du bleu et du jaune, avec un même mot hein, pour pas mal de langues. Alors on va faire un petit exercice pour montrer que le vocabulaire influe sur la perception. Les Umba, donc de Namibie, ils ont un seul mot pour désigner le bleu et le vert clair, et ils ont beaucoup de mal à voir l'intrus ici. Vous le voyez, vous, l'intrus? Oui, bon. Donc vous voyez là que sûrement que la nomination, la catégorisation influe sur la perception. De même, le vert et le jaune. En coréen, il y a un terme qui est yondu, qui désigne le vert jaune à gauche, et à droite, le chorok, qui est le vert. Et alors, l'intrus, les Coréens discernent très bien le yondu parmi ces nuances, mais pas l'intrus. Vous le voyez, vous, l'intrus? Non? Il y a vraiment un problème aussi pour le vert jaune pour nous. On a beaucoup de mal. Oui. C'est donc de la subjectivité des nominations et des perceptions. Normalement, c'est celui qui est à gauche en haut, le deuxième en partant du haut. Vous voyez? Il est un petit peu plus jaune que l'autre. Alors, les pistes étymologiques, elles sont aussi importantes, puisque ce qui est important de voir, c'est que le vert, en latin, se disait galbinus. Galbinus voulait dire vert jaune et jaune vert. Et ce mot s'est transformé en galbus, jalbus, jusqu'à devenir le mot jaune. Donc il y a eu un glissement de sens au moment où on a pris au latin le mot viridis pour faire le mot vert. Donc là, on a eu 2 cases de couleur en 1100. On a eu le mot vert et le mot jaune. Et donc on voit une progression aussi, là, une découpe de plus en plus précise. Alors, si on en revient au champ de couleurs dont je vous parlais tout à l'heure avec les 11 grandes cases, c'est plus compliqué que ne le dit Berlinguet, puisque, par exemple, pour le rouge hongrois, vous avez 2 termes qui sont d'égale importance et qui sont tous les 2 génériques. De même, pour le bleu polonais, le champ est découpé. Et donc, ça fait réfléchir sur les champs de couleurs et les problèmes de correspondance d'une langue à l'autre. Là, il semblerait que ce soit la teinte qui est différenciée, mais il est considéré comme générique parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Alors que notre mot bleu en français, il va englober tous les bleus, du plus foncé au plus clair. Alors, ce sera problématique pour définir. De même pour le russe, vous avez 2 termes qui sont très, très complexes à saisir pour quelqu'un qui n'est pas russe. Pour quelqu'un qui n'est pas russe,
Et alors l'italien, et même des spécialistes d'italien qui ne sont pas de la langue maternelle italienne, ils ne peuvent pas m'expliquer la différence entre blu, azzurro, céleste et turquino, qui sont tous les quatre des bleus d'égale importance. Il n'y en a pas un pour définir l'autre, non, ils sont différents, avec des nuances un peu particulières, mais avec une égale importance tous les quatre. Alors tout cela pour dire que le langage, il façonne notre perception des couleurs, et que, en fin de compte, on dissèque la nature à l'aide de nos langues maternelles. Hein. On va décrypter le monde avec notre langage et qui influe sur ces catégorisations de couleurs et même sur les perceptions. Donc. Et puis surtout, il y a un relativisme linguistique, et surtout pour les dénominations de couleurs qui sont l'exemple qu'on prend très souvent comme... Alors je voudrais passer maintenant, là c'était pour les nuances, je voudrais passer maintenant sur des connotations. La couleur, c'est une nuance, d'accord. On a vu que même à travers les mots pour dire les nuances, il y avait des codes qui se mettaient en place. Il y a aussi plein d'expressions, hein, on voyait au début, broyer du noir, voir la vie en rose, dérouler le tapis rouge, ces choses-là. Et donc, ce que je voudrais montrer pour la subjectivité de la couleur, c'est que ces connotations, ces associations d'idées avec la couleur, elles peuvent se contredire, elles s'additionnent en quelque sorte, elles se sont peut-être additionnées au cours du temps, et il n'y a pas une idée, une association avec une couleur, il y en a de multiples. Et ça, c'est des fois compliqué à faire comprendre aux gens. Ils vont vous dire, ah ben le bleu c'est ça, le rouge c'est ça. Ben non, c'est un peu plus compliqué. Et ça dépend, et il y a des évolutions. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir les évolutions des codes, comment ça peut changer et devenir des fois le contraire de ce que c'était au départ. Alors, donc après, il faudra décrypter. Il faudra décrypter les textes et aussi les visuels. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc le noir, une révolution étonnante, ça c'est ce qui m'a le plus surprise. Le noir, dans leur langue, tout est négatif. Hein, broyer du noir, être le mouton noir, être la bête noire. Et donc dès que la langue est figée, on a des connotations négatives sur le noir. Par contre, dès qu'on sort du noir, qu'on dit que le mot noir, il y a une valorisation qui peut s'exprimer, dont les poètes se servent beaucoup. Il y a même Soulage qui fait du noir lumière, hein, d'ailleurs, ce qui a étonné plus d'un, du noir matière. Hein. Le noir, ça a été évoqué aussi dans la journée, ça a été la guerre à la couleur, donc le noir qui a pris ses lettres de noblesse, le noir de l'austérité, c'était aussi le noir du diable, etc. Le noir de l'austérité, qui est devenu un noir de cour, un noir bourgeois, à ne pas confondre. Du fait qu'il y avait une austérité, les gens de la cour ont fait produire des beaux noirs, des belles étoffes, et donc le noir est devenu luxueux, là. Donc il va y avoir des évolutions qui vont se passer, surtout à travers les vêtements. Et vous avez aussi ce noir curé, hein, noir soutane, noir ecclésiastique, noir curé, que nous traduisent les mots, qui est ce noir de l'effacement, qu'on retrouve tout au long du XXe siècle, jusqu'aux années 60. Et puis vous avez quoi? Vous avez le noir rebelle, le blouson noir, qui va complètement casser les codes, qui va faire du noir un signe de jeunesse, de rébellion, et au contraire de ne pas rentrer dans le rang et de s'afficher, de se rebeller. Donc on voit des glissements, et ces glissements, ils se poursuivent encore de nos jours. Vous aviez le noir du deuil, hein, de la femme avec ses grands voiles noirs, la mariée était en noir, le film. Et puis vous avez cette fameuse petite robe noire de Coco Chanel, qui avait repris d'ailleurs le modèle de sa tenue d'orpheline, hein, que vous voyez à gauche,
pour en faire donc cette petite robe noire que toutes les femmes vont porter comme signe de féminité, de séduction, alors que c'était une couleur de deuil. Hein. Et cette robe qu'on appellera d'ailleurs la Ford de Chanel, puisque Chanel Ford avait décidé de faire des voitures noires, hein, sûrement pour des raisons de coût, mais aussi par ses origines protestantes, dit-on. Donc on appelait cette robe le noir de la Ford de Chanel. Et donc cette petite robe noire, elle va devenir un classique. Elle va devenir même branchée, on le voit encore de nos jours. Hein. Et donc il y a eu une révolution complète de ce noir qui va même devenir la robe de Gilda dans le fameux épisode où elle fait le strip avec son gant. Hein. Vous avez tout ça. Et on s'attend à une robe rouge, bien évidemment. Normalement, la séductrice, elle avait une robe rouge. Donc là, c'est une robe noire. Et donc, il y a eu des évolutions donc, en quelques années, en 1946, il y a encore les cheveux roux quand même, hein, qui est tout à fait étonnante et qui a complètement chamboulé les codes, du noir féminin des siècles précédents. Alors, jusqu'aux vêtements de gothique, hein, qui reprennent un peu cette histoire de blouson noir. Hein. C'est un noir rebelle, un noir provoquant, le noir de la mort aussi, avec les signes. Et puis je pourrais parler par exemple du bleu, hein, ce bleu qu'on voit là dans les tableaux, et c'est le bleu de la Vierge. Je vous ai expliqué que le bleu il a apparu qu'au Moyen-Âge, justement, avec les progrès de la technique et la valorisation aussi du bleu par rapport au culte de la Vierge Marie qui s'était mis en place et qui va faire peut-être aussi faire des progrès à la technique pour obtenir ce beau bleu dont on peignait d'ailleurs les robes de Marie dans les tableaux avec du lapis lazuli broyé, hein, de matière très précieuse et réservée au manteau de Marie. Ce bleu de la Vierge qui va devenir celui du roi et qui va remplacer le rouge. Donc on voit des changements comme ça, des transformations et des codes qu'on a encore dans nos têtes. Et puis cette dénomination bleu roi qui existe toujours, hein, qui est étonnante. Alors ce drapeau bleu européen, il est dans la continuité du bleu de la Vierge. Pourquoi ? Parce que c'est un bleu, ce modèle-là a été pris sur le modèle, a été inspiré de la Vierge de Strasbourg, de la Vierge de Heckenheim. Il y a des textes qui nous expliquent qui était la Vierge entourée d'étoiles, et donc aurait inspiré le drapeau européen. Donc c'est assez étonnant de voir ce cheminement jusqu'à nos jours, et de choses qu'on ne sait pas tout le temps. Hein. Alors, si on parle du rouge, je vous disais, c'est pas une chose, ça peut être la vie, la mort, le diable, Dieu et le diable, ça peut être le prestige et la transgression, c'est tout cela à la fois. Donc il y a une subjectivité de code et surtout une évolution. Donc il faut les décrypter pour comprendre. Bon, alors les mots nous disent rouge diable, rouge Lucifer, rouge feu, la pomme est rouge, hein, la pomme tentatrice, rouge du péché, mais le rouge c'est aussi le Christ, c'est l'Esprit Saint qu'on représente avec du rouge et les flammes. C'est le manteau du Christ qui se disait roi des Juifs, hein, donc on retrouve cette notion de ce rouge du prestige et de l'honneur, le manteau du roi, le manteau royal, les manteaux des chefs de l'Église, du ruban rouge de la Légion d'honneur. Donc ces rubans rouges de la Légion d'honneur, en redécryptant tous ces mots, toutes ces expressions et les textes, ça vient de là, c'est le rouge du prestige, c'est le rouge des tapis rouges hein, qu'on déroule. Donc on voit qu'on repose sur une culture et une histoire très ancienne,
qu'on reprend et qu'on applique des fois d'ailleurs à l'alimentaire. Le cordon rouge, le label rouge, pour signaler des produits de qualité supérieure. Le rouge, c'est ça, c'est le mérite du chef et aussi d'un produit. Donc c'est assez étonnant de voir comment ça chemine. Donc c'est ce fameux label rouge. Hein. Le rouge, bah, ça peut être le luxe, hein, comme on le voit là. C'est le rouge de Dior, c'est le rouge de Valentino, le rouge numéro 5 de Chanel, hein, le rouge Hermès. C'est le rouge bah, là d'une mariée en 2008. Bah, pourquoi c'est nouveau ça que les mariés récemment se mettent en rouge? Parce que les historiens ont dit que, notamment Michel Pastoureau, que la mariée mettait sa plus belle robe, qui était souvent une robe rouge. Donc il y a une mode de mariés qui sont vêtus de rouge et qui ont repris cette symbolique. Or, la mariée était normalement en blanc depuis la fin du 19e et le culte de l'Immaculée Conception. Voilà. Mais le rouge, c'est le luxe, d'accord, mais c'est aussi ça. C'est la prostituée, c'est le moulin rouge. Donc on voit sans cesse des oppositions. Donc quand on voit la robe rouge, il faut arriver à décrypter le rouge passion, le rouge interdit, le rouge érotisme, le rouge luxueux, le rouge du théâtre. Enfin voilà, il y a tout cela qui est là en même temps, mais que nous, on décrypte. Le chaperon rouge, bien sûr, ça a été analysé par Bruno Bettelheim hein, aussi. Alors le rose, un petit clin d'œil sur le rose parce que c'est quand même très intéressant. Le rose, bah, c'est une couleur douce enfantine, mais très très perverse, hein, puisqu'on va passer du rose des romans l'eau de rose de Barbara Cartland, hein, surnommée la poupée Barbie du Troisième Âge d'ailleurs, donc rose de l'idéalisme, rose bibliothèque rose, roman à l'eau de rose, impératrice rose, bon, quelque chose d'un peu mièvre, hein. Il y a cette idée sous le rose de sucré, de doux, de féminin, de naïf, d'innocent, d'ingénu. On va arriver avec Brigitte Bardot, par exemple, et ce Vichy rose qu'elle a repris du tablier des écolières des années 60, qu'elle a pris pour son deuxième mariage avec Jacques Charrier. Elle va changer les codes de ce rose, en faire un rose assez érotique, tout en étant enfantin, qui est d'ailleurs repris, ce que vous ne savez peut-être pas, par Tati. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient repris le Vichy rose de Brigitte Bardot et le bleu d'Israël d'ailleurs, pour faire leurs affiches, toutes leurs promotions, et qui véhiculent d'ailleurs une autre idée du rose, un rose très mondialisé. Alors, la rose Barbie, on en a parlé tout à l'heure. Le rose, c'est l'anagramme des roses, et ça, on le sent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de textes qui en parlent. Le rose, c'est la chair, c'est la nudité, dans les textes de culture française, hein, bien sûr. C'est aussi le rose érotique. Hein. Il y a la fameuse affaire des balais roses, vous avez peut-être entendu parler, 1958. Qui mettait en cause des hommes politiques qui rassemblaient normalement, disait-il, des jeunes filles à tutu rose pour des chorégraphies de danse. Et c'était une affaire de mœurs, en fin de compte, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et puis on arrive à des expressions comme Minitel rose, téléphone rose, messagerie rose. Donc on voit les glissements de sens et l'ambiguïté des couleurs, de chaque couleur. Là, avec le rose, dans les textes, mais aussi dans les images, hein, dans les publicités, où on va jouer de ce rose un peu, qui n'est pas un rose bonbon, qui est un autre rose, pour jouer de l'érotisme. Ici, pareil pour ce parfum.
Alors en fin de compte, le rose c'est tout cela, quoi. C'est à la fois féminin, je ne vais pas parler des layettes parce que je n'ai pas le temps, mais c'est le rose féminin, ludique, ridicule souvent, pervers, c'est tout cela à la fois. Il faut décrypter quel est le rose qui... voilà, et puis même de nos jours, voilà les affiches qu'on pouvait voir, répandre l'amour avec une chemise rose, le costume de Castelbajac, le légionnaire en rose, avec une... 10 minutes. Le maillot de l'équipe parisienne de rugby, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Hein. D'ailleurs, on m'avait dit dans les discussions, oui, mais c'est l'équipe de Paris, ils peuvent se permettre de mettre du rose, eux, parce que ça fait plus branché, mais parce que c'est très féminin. Donc là, ils pouvaient y jouer. C'est la mode aussi, là, en ce moment. C'est un mélange depuis quelques années, un mélange des sexes, l'homme peut exprimer sa féminité, donc il peut mettre du rose. Voilà, il y avait eu un grand article là, justement sur cette réflexion-là. Par contre, c'est proposé, mais c'est pas tellement tenu, c'est pas tellement répandu. Alors par contre, si on regarde les tableaux d'autrefois et la mode d'autrefois, les hommes pouvaient très bien être en rose, il n'y avait absolument aucun problème. Ils avaient même des grands cheveux, des perruques, etc. Donc pour vous montrer toute la relativité de ces codes, donc là, pour le vert, je n'ai pas trop de temps. Le vert, c'est une couleur qui était extrêmement mal vue, dangereuse par la matière colorante qui était pour fixer le vert, comme on ne devait pas le mélanger avec le jaune et le bleu. On le faisait avec des végétaux. Pour fixer les couleurs, on mettait des produits toxiques, arsenic, cyanure, des choses comme ça, très dangereuses, qui ont provoqué sûrement d'ailleurs des empoisonnements, des morts, notamment peut-être des comédiens, hein, d'où cette peur du vert au théâtre, ce serait une des raisons. Et puis du fait que le vert obtenu était le hasard, c'est devenu la couleur du hasard, du jeu, des tapis de jeu verts. Et donc voilà, on voit plein de choses. C'est aussi le vert de l'étranger, de celui qui est différent, de la sorcière, des choses un peu maléfiques. C'est le vert iti, c'est celui qui n'a pas la peau comme nous, quoi, qui est... c'est Hulk dont je parlais tout à l'heure, hein, qui devient vert d'ailleurs sous l'effet de la colère, hein, et qui devient monstre. Le monstre c'est toujours vert d'ailleurs, hein, souvent. Et puis, avec cette fameuse représentation des couleurs où le vert est opposé au rouge, on va faire du vert la couleur du passage, de l'autorisation, alors que le rouge était celle de l'interdit, interdit moral et par les signaux. Et puis, il va y avoir surtout toute cette écologie, cette montée de l'écologie, de Greenpeace, de la défense de l'environnement. D'ailleurs, le vert de Paris, pareil, s'appelle nuance bambou. J'ai découvert ça, donc des choses très très précises. La publicité, hein, qui va jouer à la fois sur la couleur, mais sur les slogans, les cibles écologiques. Et voilà, on va retrouver ces choses-là, hein, que vous avez tous vu à la télévision. Le vert CTLM, tout le monde veut ressembler à CTLM, qui est la banque pour des prêts responsables. Voilà. Il y a l'écologie, mais maintenant tout est valorisé en vert. Et donc ce phénomène s'appelle le greenwashing. Le verdissement d'image, donc il y a toute une mode comme ça de notre société où on voit que le vert a été complètement transformé et extrêmement valorisé actuellement, comme le bleu. Voilà, j'ai fini. Voilà, donc je voulais simplement vous montrer, vous dire comment la couleur elle est objective en un sens, quand on la met bien dans une période et un lieu géographique pour l'analyser, on peut l'étudier scientifiquement, mais elle est subjective parce que vous avez vu toute l'importance déjà de la nomination dans la perception et toutes les différences qu'il y a d'une culture à l'autre.
et puis au sein de notre culture, comment les choses ont évolué, et comment il y a eu des métamorphoses, et donc beaucoup de prudence pour l'analyse des couleurs. Voilà. Merci.